Dans cette nouvelle session, nous allons parler architecture dans Elastic dans sa globalité. Là, il s'agit des slides officiels de la société Elastic. Donc, il y aura sûrement des choses qui seront des répétitions, mais comme on dit souvent, la répétition est pédagogique. Donc, c'est des slides qui ont été faits par Eric Westberg. Donc, lorsqu'on parle de la suite élastique, donc, vous voyez, ça se retrouve ici. Donc, on a précédemment parlé des bits, on a parlé de Logstash. Et donc, là, dans les sessions qu'on va faire, on va parler de élastique. Et donc, lorsqu'on va parler architecture, on va parler dans sa globalité. Bien évidemment, il y aura un rappel sur les architectures à ce niveau, mais on fera un focus plus important sur l'architecture qu'on peut aussi mettre en place au niveau de élastique. Une chose aussi très importante lorsque vous travaillez dans Elastic, c'est que lorsqu'on va parler installation, donc bien évidemment on fera du on-premise, donc c'est nous qui allons gérer les infrastructures sous-jacentes, mais en entreprise, vous pouvez décider de contacter la société Elastic et donc vous souscrivez à leur offre cloud. En ce moment, ils gèrent l'infrastructure sous-jacente et vous n'avez plus qu'à gérer l'indexation, la recherche des données. Donc, lorsqu'on prend un cluster Elasticsearch, ça couvre énormément de fonctions autour de l'observabilité et bien plus. Donc, on va retrouver bien évidemment nos métriques, on va nous trouver la partie tracing et la partie logging pour couvrir les trois piliers. Mais bien évidemment, Elastic, comme d'autres solutions telles que Dynatrace, vont au-delà des trois piliers de l'observabilité. On pourra faire de l'analytique et beaucoup d'autres fonctions. Et bien évidemment, comme l'indique ici, d'autres fonctions à venir. Donc, lorsqu'on parle de cluster Elasticsearch, on va y mettre différents nœuds. D'habitude, sur des clusters plutôt standards, on va plutôt parler du concept de nœuds maîtres et de nœuds esclaves. Dans Elastic, c'est beaucoup plus complexe, tout simplement parce qu'il y a déjà ce qu'on va appeler les nœuds master. Donc, dans le cluster, on peut créer des nœuds master, dont la recommandation, c'est d'en faire au minimum 3. Et à un instant T, il n'y a qu'un seul qui est le nœud maître. Ces nœuds master, c'est eux qui auront pour rôle de piloter l'ensemble du cluster. À côté des nœuds master, on aura ce qu'on va appeler les nœuds nodes, dont les data, les nœuds de données. Ce sont ces nœuds qui vont porter les différentes données et donc lorsque ils auront besoin de porter ces données, on fera différents types de nœuds. Il y aura ce qu'on va appeler les nœuds hot et les nœuds warm. Bon, il y en aura aussi d'autres, hein. Il y aura les cold, frozen. C'est juste ça va vous permettre de distinguer l'état de la donnée. Quand on dit distinguer l'état de la donnée, c'est est-ce que c'est la donnée qui est vraiment la plus fraîche. Donc, lorsqu'on a besoin de faire des actions d'écriture ou de lecture, en général, on va privilégier les nœuds qui sont plutôt avec la donnée de type fraîche, alors que lorsqu'on veut faire une historisation, on va privilégier les nœuds plutôt de type frozen. Donc, plus on rafraîchit la donnée, plus on la met sur des nœuds moins performants. Donc, bien évidemment, au niveau architecture, lorsque vous allez vouloir définir des nœuds data, il faut que ce soit les nœuds les plus performants puisque c'est eux qui vont faire les grosses actions de traitement. Et puis on aura les nœuds qui seront plus cold, frozen, qui sont des nœuds que vous pourrez utiliser plus maintenant sur des disques de type HDD, alors que les nœuds hot, il faudra privilégier du SSD. Idéalement, si c'est possible de mettre tout en SSD, c'est toujours mieux, mais déjà privilégier les nœuds hot. À côté de ça, on a ce qu'on va appeler les nœuds d'ingestion. On verra ça plus tard. On l'avait vu lorsqu'on faisait l'architecture au niveau du Logstash. On a dit que Logstash faisait de l'enregistrement. Mais on verra aussi qu'il y a des scénarios où les agents bits vont envoyer directement les données vers Elastic sans passer par un Logstash. Et donc, si on a besoin de tout de même faire un traitement, il faudra donc définir des nœuds d'ingestion et c'est ces derniers qui pourront faire un traitement sur les données avant de les indexer. À côté, on a des nœuds de coordination qui seront plus des nœuds qui vont être là pour repartir la tâche. Est-ce que il s'agit d'une action de machine learning, j'envoie au nœud en question. Est-ce qu'il s'agit d'une action d'ingestion, j'envoie au nœud en question. Donc, ils font ce travail de coordination. Bien évidemment, lorsqu'on utilise Elastic, c'est pour faire de l'observabilité. Et lorsqu'on fait l'observabilité, on a besoin d'alerter. Et donc, si on a besoin d'alerter, il faut donc pouvoir définir des nœuds qui vont faire le rôle d'alerting.
Pour vous aider dans vos analyses, Elasticsearch a introduit la notion de machine learning qui va vous permettre donc au système de découvrir vos logs et donc d'identifier des phénomènes qui sortent de la normale. C'est ce qu'on va appeler le machine learning. Et donc, pour pouvoir disposer de cette fonction, Elastic vous recommande de définir des nœuds de machine learning. Quel que soit le nœud que vous souhaitez faire, si on revient dans la documentation d'Elastic au niveau de la configuration de vos nœuds, il vous suffira d'éditer votre fichier de configuration comme on l'avait vu pour les fichiers bits. Donc vous avez aussi un fichier qui s'appelle Elasticsearch et à l'intérieur il y a un paramètre qui va s'appeler node.role et donc c'est dans ce paramètre que vous allez définir de quel type de nœud il s'agit. Là, ça c'est en général ce qui va être fait. Donc on a des très gros clusters, mais si vous voulez créer un cluster qui n'a que 2-3 nœuds, comme on l'a dit, les masters ils font au minimum 3. Donc si vous voulez faire un cluster par exemple qui n'a que 3 nœuds, il n'est pas nécessaire de dire qu'on va dédier un nœud au master, un nœud à l'ingestion. À ce moment, il vaut mieux donner l'ensemble des rôles à chaque nœud. Et donc pour cela, Elastic vous dit tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas définir cette variable. Et donc lorsque la variable n'est pas, lorsque le paramètre n'est pas défini, pardon, le nœud va récupérer tous ces paramètres. Et donc maintenant, si vous voulez qu'un nœud fasse une action bien précise, il vous suffira de définir le paramètre avec la valeur qui va bien. En dessous, on doit avoir des exemples. Donc là, c'est un exemple dans lequel on définit un nœud comme master. Vous voyez ici, en termes de configuration, il s'agit d'une liste. Et donc, comme il s'agit d'une liste, vous pouvez décider donc que le nœud va faire à la fois data, mais spécifiquement, on lui donne le nœud master voting only pour dire qu'il est master, mais il ne participe qu'au vote. On verra le concept de vote qui est propre à la notion de cluster, quelle que soit l'architecture. Vous faites un cluster MySQL, vous avez toujours ce concept d'élection. Et donc, c'est comme ça que vous pourrez définir les nœuds en data, définir les modes en data content. Et vous avez l'explication. On a les hot, on a les warm, comme on a dit, on a les cold et on a les frozen. Ça, c'est au niveau de la donnée. Est-ce que c'est la donnée qui va être la moins... Donc, plus la donnée, elle est froide, moins elle est censée être accessible, puisque ça va être stocké sur des disques moins performants. Et donc, c'est comme ça qu'on construit une architecture au sein d'un cluster Elasticsearch. Et donc, lorsqu'on construit, comme on l'avait dit, au moment où vous définissez vos nœuds master, il en faut au minimum 3. Mais, quelle que soit la technologie de cluster, ça c'est le split brain, c'est propre à l'ensemble des clusters, ça peut être Elastic, du MySQL et autres. Il y aura des moments où vous pouvez avoir le risque d'une perte de réseau. Et donc, lorsque vous avez une perte de réseau, vos 3 nœuds n'arrivent plus à communiquer. Et donc, compte tenu du fait que vos 3 nœuds n'arrivent plus à communiquer, si sur les 2 nœuds qui restent, il y a un nœud qui n'a pas la fonction master, ils vont donc essayer d'élire un nouveau master. Et donc, le risque, c'est qu'au niveau de votre cluster, vous vous retrouvez un instant T avec 2 nœuds qui porteront donc la fonction master actif. Et donc, ça peut créer des dysfonctionnements. Et donc, pour éviter ça, il y a ce paramètre que vous devez positionner au niveau de la configuration de vos nœuds master pour dire il faut qu'il y ait au minimum de tel nombre de nœuds pour faire l'élection. Ça va vous éviter de vous retrouver dans cette situation. Donc, si on veut schématiser nos différents nœuds, donc en général, lorsqu'on est du côté bits, Elastic Agent, on sera plutôt de ce côté. Donc, c'est eux qui vont envoyer les données pour indexation. Et en général, on va toujours commencer par les nœuds d'ingestion s'il y en a. Vous pouvez avoir une architecture sans nœud d'ingestion, mais si vous en avez, c'est eux qui vont prendre la donnée en tout premier. Parce que souvenez-vous, on a dit les nœuds d'ingestion, ce sont les nœuds qui ont pour rôle de pré-traiter la donnée. Donc c'est pour cela qu'il faut absolument que la donnée passe d'abord par eux. Ensuite, on arrive sur les nœuds plutôt de type hot. C'est eux qui vont vraiment commencer à analyser la donnée et donc l'indexer. Et donc, plus on va avancer comme ça, on ira vers les warm, cold, frozen. Tout au-dessus, on a nos nœuds master qui vont être dans ce rôle de coordination de notre cluster.
Et à côté de ça, on a des nœuds d'alerting et des nœuds de machine learning. Comme j'ai dit, le machine learning, c'est ça qui va permettre à Elastic d'identifier des changements de comportement pour pouvoir en générer des alertes. On verra qu'on peut générer des alertes, mais il faudra positionner vous-même les seuils, alors qu'avec le machine learning, vous lui demandez de découvrir votre log, il identifie un schéma, et lorsque on sort de ce schéma, la machine peut vous indiquer que je suis dans un comportement qui n'est pas habituel. Et donc à côté de ça, on peut finir en général par les nœuds de coordination, qui seront donc plutôt ceux qui vont recevoir les différentes requêtes. Et donc comme le boulot c'est de faire la coordination, c'est eux qui chargeront de dire ah non, ça c'est de la tâche d'alerting, j'envoie un alerting, ça c'est du machine learning, je l'envoie au machine learning. Donc ça vous donne une vision architecture en termes de fonction et en termes de comportement face à la donnée. Donc, lorsqu'on parle d'architecture de logging, donc ça c'est un schéma qu'on avait déjà vu. On était dans le scénario où on avait les bits qui envoyaient directement vers du Elastic, parce qu'ils ont par exemple utilisé les modules pour lesquels ils n'ont pas besoin de pré-traitement. Donc, dans ce genre d'architecture, on avait aussi vu qu'on peut faire le choix de mettre un logstash qui va justement faire ce traitement avant que les données soient envoyées vers notre nœud, vers notre cluster Elasticsearch. Et bien évidemment, on avait aussi vu le scénario où on insérait une file d'attente justement pour pouvoir absorber ces moments où on a plus de données qui sont envoyées vers la capacité de lecture et de traitement de logstash. On avait aussi parlé des APM agents. Ça, c'est au cas où vous souhaitez utiliser Elasticsearch comme outil de tracing. Et donc, de la même manière qu'on va déployer nos agents bits, il faut déployer les APM agents. Et donc, c'est ces APM agents qui vont envoyer les données vers un APM server. Et c'est ce dernier qui se chargera de mettre à disposition les données dans Elasticsearch. Donc, à ce niveau, on a vu toute l'architecture, mais assez souvent, vous aurez besoin d'utiliser Elasticsearch pour surveiller votre cluster Elasticsearch. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de notre cluster, on va créer ce qu'on va appeler un Elasticsearch Monitoring, un cluster de monitoring, et ce dernier aura pour rôle de récupérer les métriques de vos différentes configurations. Est-ce que mon Kibana fonctionne bien? Il envoie ces données vers Elasticsearch Monitoring, le logstash Elasticsearch, bits, ainsi de suite. Et donc, ça vous permet au sein d'un même endroit d'avoir l'état de fonctionnement de vos différentes couches. Parce que on a vu Elasticsearch vous permet de suivre votre infra, mais vous serez dans des scénarios où vous aurez besoin de suivre votre infra de surveillance. Et donc, Elastic met à votre disposition du Elasticsearch Monitoring Cluster qui va donc faire ce travail d'agrégation, et c'est natif à chacun de ces outils. Donc, bien évidemment, le risque lorsque vous êtes dans ce genre de scénario, c'est que vous avez un dysfonctionnement au niveau du data center. Et donc, si les deux éléments sont hébergés au même endroit, donc si vous avez un dysfonctionnement au niveau Kibana, il est aussi possible que vous ayez un dysfonctionnement au niveau de votre cluster de monitoring. Et donc, pour cela, comme on avait parlé tout à l'heure, vous pouvez souscrire une offre SAS pour stocker vos données. Vous pouvez aussi décider d'externaliser votre cluster de monitoring. Et ça permet que si vous avez un dysfonctionnement au niveau de votre data center, vous avez quand même accès à votre cluster pour pouvoir identifier d'où est provenu le dysfonctionnement. Et donc, bien évidemment, lorsque vous allez faire aussi les logs d'audit, vous pouvez aussi décider de faire aussi un cluster d'audit que vous pourriez externaliser aussi. Bon, assez souvent en entreprise, les entreprises ont plusieurs data centers. Donc, bien évidemment, il y a la manière avec laquelle on va rapatrier les données. Vous pouvez, dans un scénario comme celui-ci, vous décidez d'être dans une configuration avec des données dupliquées. Donc, à ce moment, au niveau de votre file d'attente, vous pouvez donc décider de la repliquer entre les deux data centers. Et donc, ça permet que quel que soit le data center, vous avez accès aux mêmes données. Et donc, vous pouvez donc vous permettre de mettre un load balancer entre vos instances sur deux data centers différents.
À côté de ça, vous pouvez être dans un scénario où vous avez de nouveau 2 data centers, mais vous ne souhaitez pas mélanger les données, mais vous souhaitez quand même à terme pouvoir rechercher et traiter l'ensemble des données. Et donc, chaque data center va donc disposer de sa queue. Et donc, une fois que chaque data center dispose de sa queue, donc l'Eustache va venir récupérer. Et donc, dans Elasticsearch, vous verrez les données des 2 data centers, mais de manière totalement séparée. Après, ça peut aussi être un scénario où vous souhaitez par exemple pouvoir faire des recherches au niveau des données de vos data centers dans lequel vous n'avez pas regroupé les données comme on l'a vu précédemment. Les données ne sont pas regroupées, mais vous souhaitez quand même faire des recherches au sein des différentes données. Cette séparation peut être une séparation par département, ça peut être une séparation régionale. Et donc, ça permet que si vous avez besoin d'avoir une vision d'ensemble, vous pourrez donc créer un cluster croisé, et donc ce dernier ira rechercher sur plusieurs instances Elasticsearch. Et donc, tous ces mécanismes qui vont vous permettre de repliquer, de scaler pour justement garantir cette disponibilité, vous avez donc différentes mécaniques. Une chose aussi très importante lorsque vous allez travailler avec Elasticsearch, c'est que, comme on a parlé tout à l'heure, vous pouvez avoir un découpage par département, vous pouvez avoir un découpage par région, et donc vous pouvez avoir un scénario où vous avez besoin que tel département n'accède pas aux données de l'autre. Historiquement, ce qui était fait, c'est qu'on déployait autant d'instances Kibana qu'on avait besoin de séparer les données. Et donc, dans les nouvelles versions d'Elastic, on ne fait plus cela. On déploie donc plutôt ce qu'on va appeler les spaces, donc les espaces. Et donc, dans un espace, on affectera des droits via le ABAC, le ABAC. Et puis, derrière, on affectera un certain nombre d'index qui permettront donc, à partir de l'espace, de dire pour telle ressource, pour tel espace, il a accès à telle donnée et c'est accessible par tel groupe. Et donc, vous cloisonnez totalement les données. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire un petit mail. On se fera un plaisir de répondre si vous avez des questions.